Bonjour et bienvenue dans Beats by Beats, le podcast qui décortique vos jeux favoris. Je suis Lucas, votre animateur, et je suis accompagné d'Eli, mon coéquipier. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Kara, Marcus et Connor. Mon nom est Kara. Je m'appelle Connor. Mon nom est Marcus. Ceci est notre histoire. Et nous allons vous parler de Détroit Become Human. Alors je pense qu'une chose qu'on peut faire avant de commencer le podcast, c'est de se présenter et de présenter le podcast, parce que c'est notre épisode pilote, le premier. Ellie, je t'en prie. Alors, Beats by Beats, c'est quoi? C'est un podcast qui va parler d'un jeu vidéo, mais aussi du jeu vidéo, puisque on va non seulement évoquer les jeux dans leur partie de gameplay, d'histoire, et également d'appréciation avec nos avis respectifs, mais nous allons également parler un petit peu des coulisses, de qu'est-ce qui s'est fait, comment le jeu a été amené à être produit, ou ce genre de choses. On va donc essayer de décortiquer les jeux que l'on va traiter dans les moindres détails et de voir en eux l'intérêt historique, l'intérêt pour le joueur et tout ce qu'il peut nous apporter. Alors j'ajouterais que c'est une émission où on va traiter à la fois de jeux récents et de jeux moins récents, donc voilà, si pour les amateurs de rétro, vous ne serez pas lésés. On va traiter de gros jeux comme de petits jeux, et surtout, on va spoiler. Alors je le précise parce que ça peut en rebuter certains, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller au bout de ce que nous raconte l'histoire, et on pense que une fin, c'est très important dans une histoire. Donc on va vous raconter l'histoire de jeux en détail, et on va le faire à chaque fois. Il y a des jeux sur lesquels ce sera vraiment important, d'autres où peut-être un peu moins. Dans ce cas-là, aujourd'hui, l'histoire, c'est quand même une grande partie du plaisir de la découverte de ce jeu. Donc pour ceux qui n'ont pas joué à Detroit Become Human et qui n'ont pas envie de se faire spoiler, vous pouvez partir, on vous retient pas. Et puis les autres qui n'ont pas forcément, ils ne sont pas vraiment dérangés à l'idée d'être spoilés, ou en tout cas d'avoir vent de quelques tournures dans la trame narrative, bienvenue et restez avec nous. Et de toute manière, le podcast est là, il reste en ligne, donc si vous le faites dans 6 mois, 1 an, 10 ans, j'en sais rien, vous pourrez toujours revenir après pour nous écouter en parler. Est-ce que du coup, Lucas, tu peux peut-être te présenter Oui, c'est vrai, on a présenté le podcast, mais on ne s'est pas présenté nous. Moi, je suis Lucas, je suis développeur de formation. Je développe des jeux vidéo à mes heures perdues. Je fais des game jams avec des copains. Et surtout, j'aime le jeu vidéo. Je l'ai découvert en premier lieu avec la GameCube chez mes grands-parents. Et puis ensuite j'ai eu mon premier PC vers l'âge de 13 ans. J'ai découvert le monde de l'émulation. J'ai joué à beaucoup de jeux rétro à cette époque-là. Et plus récemment, du coup 2017, j'ai pu avoir ma première console récente, la Switch. En 2017, ça fait plus si récent que ça. Et puis après une PS4, une PS5, un PC, tout ça, et j'ai vraiment développé mon amour du jeu moderne à ce moment-là. Et toi, Ellie? Moi, mon métier n'a rien à voir en fait avec le jeu vidéo, puisque à l'heure d'aujourd'hui, les jeux vidéo n'ont pas encore leur place au sein de l'éducation nationale, malheureusement. Mais je suis tout de même amateur de support, puisque depuis, on va dire, le collège à peu près, je me suis mis à collectionner les consoles de jeux rétro. Avant cela, moi, j'ai été introduit aux médias via la PlayStation 1 et la PlayStation 2 notamment, puis la GameCube et la Dreamcast, dans une moindre mesure. Et ensuite, je me suis intéressé à tout ce qui était sorti avant, tout le contexte historique. Et donc, j'ai un petit peu joué à tout, puisque j'ai à peu près beaucoup de supports, puisque j'en collectionne du coup, de l'Atari 2600 jusqu'à la PS4. Et moi, par contre, je n'ai pas la PS5. Je considère que quand même, on est suffisamment des vaches à lait comme ça. Donc, Sony, tu attendras. Je vous propose d'attaquer sur les conditions de production de Detroit Become Human. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Detroit Become Human? De ce que tu veux... Detroit Become Human, c'est très simple, c'est un jeu donc, du studio Quantic Dream, un jeu fait par notamment David Cage. Pour ceux qui ne connaissent pas David Cage, c'est un bon monsieur qui aime nous rappeler que ses projets sont extraordinaires et que le monde du jeu vidéo ne serait rien sans lui. Et Detroit, donc, c'est un jeu à base de films
interactif, on pourrait dire, Oui, c'est ça. où vous devez, du coup, un peu comme dans un roman, le roman où vous êtes le héros, vous suivez l'histoire d'un ou plusieurs personnages, en l'occurrence dans Détroit, plusieurs personnages, et vos choix influent sur la suite des événements. Et donc on est un jeu qui a une DA plutôt cinématographique, avec une large présence de QTE normalement, notamment, quelque chose qui se fait autrement plus trop dans le monde du jeu vidéo à l'heure actuelle. Donc le jeu ressuscite un peu les QTE, et on est dans une ambiance et dans un gameplay très calme, on va dire, puisque étant donné que le jeu veut plutôt sublimer une histoire par le médium du jeu vidéo et la faculté qu'il nous offre de pouvoir choisir les fins et les alternatives possibles, plutôt que dans une réelle logique de gameplay brut qu'on pourra avoir dans un jeu de plateforme. Mais cet aspect-là, on y reviendra peut-être un petit peu après. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu qui est sorti en 2 temps. Il est sorti d'abord en exclusivité sur PS4 le 25 mai 2018, puis est ressorti plus tard sur PC le 12 décembre 2019. Effectivement, il a été réalisé et scénarisé par David Cage et produit par Quantic Dream, je sais plus. Ah oui, Quantic Voilà. Dream. Il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, ça c'est les chiffres qui ont été donnés par Quantic Dream il y a 1 an à peu près. C'est de très bonnes ventes, surtout pour une exclue, une exclue Sony quand même, mais une exclue tout de même. Ce qu'on peut noter, c'est que le projet du jeu n'a pas été directement présent. En fait, l'idée du jeu a commencé par un trailer. Plus qu'un trailer, une démo technique présentée à l'E3 en 2013 par Quantic Dream, qui était très impressionnante pour l'époque, parce qu'elle tournait en temps réel sur la PS3, et c'était vraiment très joli pour la PS3, et qui nous montrait en fait un Android être assemblé sur une ligne d'assemblage, avec un opérateur humain qui lui pose des questions, et puis petit à petit tu te rends compte que le robot a des émotions. En fait, il commence à poser des questions sur sa condition, sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais là. L'opérateur finit par lui dire écoute, on va te désassembler parce que t'as l'air d'avoir une avarie, et l'Android finit par dire non, attendez, j'ai peur, j'ai peur, I'm scared, et tout s'arrête, et l'opérateur dit bon, d'accord, très bien, on va te réassembler, et par contre, tiens-toi bien parce que je veux pas qu'on me fasse de problème. Donc le but de cette démo, c'était pour David Cage de montrer les capacités de la PS3 à montrer des émotions, en fait, parce que du coup il y avait tout ce travail de performance capture sur le visage de l'Android. De l'actrice Valérie Curie, d'ailleurs, je crois que c'est Valérie Curie, déjà à l'époque. Et c'était un trailer qui avait fait bonne impression, qui avait été bien apprécié. Et à la suite, du coup, comment tout ça s'est terminé en un jeu. Oui, c'est ça. C'est qu'après, du coup, ils se sont dit chez Quantic Dream, tiens, c'est sympa ce petit court-métrage. Là, on a envie d'en savoir un peu plus sur Kara, du coup, c'est le nom de ce robot. Quelle est sa vie après, une fois qu'elle sort de cette ligne d'assemblage, qu'est-ce qu'elle devient? Et le grand public n'entend plus vraiment parler du jeu avant 2016, où un trailer est lancé pour présenter le personnage de Connor. Et donc on nous fait découvrir ce monde de Détroit, où les humains coexistent avec les androïdes dans une ambiance d'anticipation. Ce qu'on peut le dire, le but c'était de prendre des technologies qui existent aujourd'hui et de les transposer dans un monde d'ici 20 ans à peu près, c'est en 2035 que ça se passe. Et ensuite, du coup, un 3e trailer en 2017 pour nous présenter Marcus, qui sera le 3e protagoniste. Pour une sortie en 2018, ça fait 4 ans de production. C'est quand même assez court pour un jeu de cette envergure et pour un jeu de 2018. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on évacue assez vite, c'est toutes les controverses et les procès qui ont accompagné la sortie du jeu. En fait, à peu près au moment de la sortie du jeu, il y a Canard PC, Mediapart et Le Monde qui ont tous les 3 publié un article sur une enquête commune faite par Canard PC et Mediapart, qui ont révélé une ambiance assez délétère en fait sur le lieu de travail dans l'entreprise de Quantic Dream,
avec notamment des échanges de photomontage des employés, voilà, à base de détournements de porno, de nazis, etc. Mais ce n'est pas tout, parce qu'ils ont aussi révélé des magouilles faites par les RH à base de renvoi pour faute grave du vice-président pour ensuite le rembaucher juste après. Comme ça, il chope sa petite prime de départ qui est non imposable, et puis voilà, il est rembauché derrière, sans rancune, hein. Ce qui est important à noter, c'est que les derniers procès ont lieu en 2023. Ils ont quasiment tous été perdus par Quantic Dream. Enfin, ils ont tous été perdus par Quantic Dream, c'est ça. Il y a juste un procès qui a été gagné, mais par les patrons de Quantic Dream, donc David de Grutola, alias David Cage, et Guillaume Jupin de Fondaumière, excusez-moi, qui est du coup le vice-président, qui ont gagné contre Le Monde, car Le Monde a refusé de diffuser les sources en interne de Quantic Dream. Voilà, je pense que c'est important aussi pour comprendre le contexte de production du jeu, et je pense que c'est important de ne pas le taire, parce que le monde du jeu vidéo est déjà assez dur pour ses employés. Alors ça fait quelques années qu'on en parle, mais voilà, c'est important d'en parler. Est-ce que tu veux enchaîner ? Oui. Alors, du coup, comment le jeu il a été conçu, donc on l'a dit tout à l'heure, effectivement le jeu il a été fait à base de performance capture. Alors la performance capture c'est quoi ? C'est quelque chose qui est même maintenant très largement utilisé dans le monde du cinéma. C'est vous mettez des vrais acteurs, vous leur mettez tout un tas de bruit électronique sur la tête avec derrière un fond vert, et hop, ça vous fait de la performance capture. Ça veut dire qu'on va enregistrer les déplacements du protagoniste, auquel on va ajouter par la suite par ordinateur un modèle 3D ainsi que les décors et tout ce dont on a besoin pour recréer un environnement. C'est comme ça que du coup Detroit Become Human a été créé. Et l'avantage de la performance capture, c'est notamment d'avoir des traits et des expressions faciales qui peuvent être très fidèles, puisque on va reprendre avec précision du coup les mouvements du corps humain. Et donc ça s'applique également dans la manière dont on va se mouvoir dans l'espace, qui va être du coup très réaliste. Vous avez peut-être déjà vu ces images de tournage récents où tu as une espèce de grande salle avec plein de caméras autour, les acteurs qui ont des combis moulantes hyper sexy avec des tonnes de petites billes sur la tête pour bien capter tous les mouvements de leur visage. Et donc Quantic Dream est très connu pour son studio de performance capture, parce que c'est un des premiers studios à s'être doté de son propre studio de mocap, qu'ils louent d'ailleurs, il me semble. Ils sont pas les seuls à l'utiliser du coup. Et puis, en plus, Detroit n'est pas leur première en la matière. Il faut quand même recontextualiser ça dans le fait que Quantic Dream, bien avant, notamment David Cage, ils avaient sorti Beyond Two Souls sur PS3, qui était pareil, une exclue PS3, qui utilisait les mêmes procédés. Donc, on est sur un studio qui a, et comme dit Lucas tout à l'heure, de l'expérience vis-à-vis de cette technique et vis-à-vis de cette approche pour le jeu vidéo. Et ils ont aussi cette tradition du coup d'employer des vrais acteurs. On se souvient du coup, tu parles de Beyond Two Souls, où ils avaient fait venir Elliot Page pour incarner l'héroïne principale. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la technique est incroyablement propre. C'est un des plus beaux jeux de son époque, et encore aujourd'hui. Et notamment même sur PS4, on n'a pas forcément besoin du remake, on n'a pas besoin forcément d'une adaptation graphique avec une amélioration sur PS5 ou autre pour vraiment profiter du jeu. J'ai fait sur PS5 pour le podcast. Bon, à part les 30 images par seconde qui effectivement font un peu vieillot. Ça envoie du méga pâté, quoi. Et que dire alors du coup de la version PC, moi pour le coup j'avais fait ma première partie sur PS4 qui était déjà vraiment visuellement assez sympa, et bien sur PC avec une config moderne, même une config qui ne demande finalement pas tant de ressources que ça, on arrive à avoir un jeu qui est exceptionnellement beau, notamment pour un jeu qui a maintenant quand même 6 ans. 6 ans quand même. Donc là-dessus, le pari est réussi. Alors, il y a peut-être d'autres problèmes vis-à-vis du jeu, mais on aura l'occasion de le discuter. Mais en tout cas, le pari technique, lui, est réussi. Et tant qu'on parle de technique,
au niveau de tout ce qui va être plutôt musical, en tout cas sonore. Juste avant, ce que je voulais dire, c'est que chose assez rare, Quantic Dream, ils refont un moteur à chaque jeu, en fait. En tout cas, c'est ce qu'ils expliquent en interview. Donc, ils ont un moteur à la pointe de la technologie en permanence. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, parce que ça coûte très cher de faire un moteur, et les moteurs aujourd'hui sont beaucoup plus versatiles qu'il y a quelques années. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir tous ces shaders, ces effets de lumière, ces effets de transluminescence, vous savez, cette transparence que la peau peut avoir par rapport à la lumière, où elle devient rouge quand elle est éclairée par derrière, des choses comme ça. Puis des effets de lens flare aussi, ils aiment bien les lens flare, il y en a plein dans le jeu. Donc voilà, c'est grâce à ce moteur qu'ils ont recréé en parallèle du jeu. Mais oui, du coup, tu voulais enchaîner sur la musique. Eh ben, la musique, elle, pour le coup, elle accompagne assez bien le jeu, hein, mais elle accompagne d'une certaine manière tellement bien le jeu qu'elle s'efface complètement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas avoir de grandes surprises, on va pas avoir une énorme direction orchestrale ou quoi que ce soit d'autre, on va avoir une musique qui simplement nous suit, qui est assez passive, qui plus est, mais qui ne dénote pas forcément. Clairement, on va pas se souvenir de Détroit pour l'ambiance sonore. Et bon, c'est peut-être un peu dommage, mais d'une certaine manière, la musique remplit quand même son rôle. On est vraiment dans un esprit de film au cinéma. Encore, film au cinéma, en fait, elle marche très très bien, hein, cette musique, mais je trouve qu'elle n'a pas une identité propre. Ce qui est peut-être dû en fait au fait qu'ils ont fait appel à 3 compositeurs différents, car dans le jeu, on va en parler tout de suite, on incarne 3 personnages différents avec 3 styles d'histoire différents. On va avoir du policier, on va avoir des styles d'approche différents. Des styles d'histoire différentes avec les 3 personnages. Et pour illustrer ça, on a 3 compositeurs attitrés chacun à un personnage. Donc oui, les 3 compositeurs que je vais nommer, Philippe Shepard, Nima Fakara et John Pazeno, qui ont travaillé sur le jeu. Mais du coup, ça manque peut-être d'une cohérence globale et d'un thème fort qui va marquer comme étant le thème de Détroit. Après, autant, en soi, moi particulièrement, j'apprécie énormément quand on a une musique et un thème, justement, qui peut encore se réécouter des années plus tard et réveiller des souvenirs. Autant, je trouve quand même que Détroit n'est pas forcément le type de jeu qui a besoin de ça. Et je pense que d'une certaine manière, la configuration actuelle marche très bien et que ce serait un petit peu ingrat de leur reprocher ça, puisque l'intérêt du jeu, il est clairement pas là. L'intérêt du jeu est clairement pas là, alors que on peut avoir des jeux où la musique, comme dans des Zelda, des Dragon Quest, elle vient vraiment sublimer le gameplay, elle vient accompagner le joueur. Et là, je trouve que c'est pas si grave au final. Et le fait justement d'avoir pris 3 compositeurs différents et d'en lier un à chaque histoire, c'est peut-être un choix assez pertinent tout de même. Ouais, la démarche est intéressante. Maintenant, là, en préparant le podcast, j'ai réécouté du coup la BO pour me mettre dans l'ambiance. Il y a quand même une grosse dominance de piano un peu tire-larme qui m'a un peu dérangé à l'écoute en fait. Alors, c'est pas désagréable, hein, c'est bien composé, mais en le réécoutant comme ça en stand-alone, sans le jeu derrière, il y avait un peu de tire-larme, quoi. C'était pas forcément très intéressant. On va passer à l'histoire. Qu'est-ce que ce jeu nous raconte ? Pour ça, je vais te demander, Ellie, du coup, de nous raconter cette histoire. Alors, le jeu, déjà, il n'y a pas une histoire, comme on l'a dit précédemment, il y a même 3, voire 4 histoires, ou plus si on compte les énièmes fins alternatives. Pourquoi 4 seulement parce qu'il y a 3 voire 4 personnages. On a Kara, le personnage de Kara, donc le personnage de Marcus, le personnage de Connor, et également la petite surprise qu'on pourra avoir au fur et à mesure de notre progression dans le jeu, c'est le personnage de l'écran d'accueil. Alors j'ai oublié son prénom. Chloé, je crois. Oui, je crois que c'est Chloé. Chloé. Et alors pourquoi on parle de ça ? Quand on lance Détroit Become Human, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est qu'on est accueilli par une androïde sur l'écran d'accueil qui bouge, qui bouge
de manière raisonnable tout de même, hein, voilà, elle va pas taper Oui, oui, 100 mètres sans être écran d'accueil, mais en tout cas, bon, qui interagit brièvement avec nous et qui peut nous expliquer les tutos pour aller au menu, dans les paramètres de contrôle, etc. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais on verra plus tard que ça nous réserve quelques petites surprises, puisqu'en fait, le personnage de Chloé, à la fin, au fur et à mesure de progression dans le jeu, étant donné que toute la trame scénaristique repose sur le développement d'une conscience et éventuellement de sentiments chez les androïdes, le personnage de l'écran d'accueil y est aussi sujet. Et donc, au bout d'un moment, vous allez même avoir le choix de lui rendre ou non sa liberté au fur et à mesure que vous aurez suffisamment interagi avec elle, répondu à ses questions, et en fonction aussi des choix que vous aurez fait dans le jeu. Ce qui est clairement une assez bonne idée, je trouve. Ouais, alors... Assez bonne idée exploitée quand même d'une certaine manière, c'est qu'il y a un moment quand même qui m'a un peu marqué, c'est le moment où elle te fait un sondage à base de qu'est-ce que vous pensez de la libération des androïdes Oui. Est-ce que vous seriez prêt à coucher avec un androïde, etc. Oui, et on voit l'angle pris est quand même très très caricatural. Assez caricatural, un peu over the top. Et d'une certaine manière, c'est là aussi, c'est dans ce genre de choses qu'on peut aussi ressentir un peu le mépris que pouvait avoir David Cage vis-à-vis de la communauté du jeu vidéo, en les associant juste à des gens qui sortent pas de chez eux et qui pensent à coucher avec tout ce qui bouge. Grosso modo, c'est un petit peu ça, ce qui ressort. Donc bon, c'est un peu triste d'une certaine manière, mais force est de constater que l'idée, au moins, d'avoir fait le personnage interactif était quand même plutôt cool. Mais bon, on va peut-être... Alors, si tu veux nous raconter l'histoire, on commence par Connor. Je viens avec, effectivement, les trois personnages principaux. Donc, on a Kara, Marcus et Connor. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, à l'origine, du coup, le trailer était basé sur le personnage de Kara. Et ce qu'on va voir au fur et à mesure, c'est que finalement, le personnage de Kara, c'est peut-être celui qui est le moins peut-être mis en valeur par le jeu, j'aurais tendance à dire. Et donc, paradoxalement, ça va être le personnage de Connor et de Marcus qui vont avoir le plus d'impact dans leur propre histoire et aussi dans les histoires annexes, dans le fait que les histoires puissent se relier. Donc, le personnage de Connor, c'est qui ? C'est un policier, ou plutôt un robot androïde d'aide pour la police. On peut le dire, c'est un Blade Runner. C'est un robot chargé de traquer les robots déviants. Exactement, j'aurais pas mieux résumé. Et donc ce personnage de Connor, c'est le premier personnage qu'on va jouer, on le voit dans une intro, où le jeu, et je y viendrai plus tard, nous présente la manière dont il va fonctionner, notamment au niveau du gameplay, et il y avait quelques petites idées intéressantes là-dessus. Et donc Connor doit faire le choix entre enquêter plus amplement sur une affaire du coup de meurtre d'un homme par un robot androïde, et sauver du coup une petite fille qui se fait justement menacer par ce robot. C'est un choix qui est assez intéressant. Enfin, c'est un choix qui n'est pas vraiment présenté tel quel, et c'est un des rares choix que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le jeu. Parce qu'en fait, tu arrives sur la scène, c'est la scène d'ouverture du jeu, tu arrives au tout début, et on te dit il y a un robot déviant qui a pris une petite fille en otage, voilà la scène de crime où le robot a priori tué des humains, maintenant débrouille-toi, récolte des indices, mais en même temps il y a dehors là le robot qui a pris la gamine en otage, et il va falloir que tu te dépêches de récupérer des indices, et tu vas peut-être pas tout trouver, et voilà. Et dans ce contexte du coup de tension où le jeu vous met clairement en gros plan un énorme timer en mode si tu te dépêches pas, elle meurt. Donc c'est à toi de décider vite sur est-ce que tu veux continuer à enquêter pour être le plus juste possible dans ton appréciation de la scène de crime, ou est-ce que tu veux sauver la petite, quelle est ta priorité, le sens de la justice d'une certaine manière, ou alors faire le sauveur en quelque sorte. Et bon, ça on pourrait y revenir tout à l'heure, parce que c'est vrai que le choix était assez intéressant. Et ce qui arrive dans les deux cas, quelle que soit la décision qu'on prend, et j'y reviendrai plus tard, Connor, après, on le revoit, après cette enquête, après ce passage-là, travailler avec Hank. Hank, c'est un autre personnage, qui lui est un humain, d'accord, qui est plutôt réfractaire à l'arrivée des androïdes, ou en tout cas à la collaboration avec les androïdes. Et leur mission, ça va être du coup d'enquêter sur des faits divers, déjà en premier lieu, qui concernent des androïdes et des robots. Et à l'issue de cela, on verra que le choix nous est donné, donc pour nous qui contrôlons Connor, pour rappel, de suivre la piste d'un mouvement révolutionnaire, entre guillemets, ou en tout cas d'un mouvement d'opposition des androïdes, qui se base autour de Jericho.
Alors, Jericho, je pense que ce qui est important à expliquer, c'est que Connor, c'est un prototype envoyé spécialement par Cyberlife, donc l'entreprise qui crée les robots, pour enquêter sur les déviants. Parce que Cyberlife, ça les emmerde un peu d'avoir des robots qui comme ça, deviennent agressifs, sortent de leur programmation. Et lui, il est là pour faire la lumière sur cette affaire. Donc en fait, les enquêtes auxquelles il va participer sont vraiment tournées autour de ces robots déviants. Et on va avoir comme ça plusieurs passages où il va aller dans des maisons où il y a eu un robot qui a tué un humain, etc. Et essayer de comprendre. Et donc, du coup, Cyberlife, elle fait des robots non pas seulement pour la police, mais également pour l'usage domestique. C'est là qu'on peut venir aux deux autres types de robots qu'on va avoir. On pourra revenir, je pense, sur l'histoire et sur le dénouement de Connor un peu plus tard, parce que il y aura une cohérence à l'aborder avec les autres traits du gameplay notamment. Et donc, on a deux autres personnages. Donc, après Connor, qui du coup fait sa progression dans le domaine de la police et de la répression et de l'enquête sur les mouvements d'Android, on a Marcus et Kara. Marcus, ça va être le second personnage, et notamment un personnage central dans le dénouement de l'histoire. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est à la base un robot qui est dans une maison d'aristocrate, un artiste peintre qui s'appelle Karl. Il est simple serviteur, mais il a une relation très proche avec Karl. Ils ont une relation comme père-fils qui se construit aussi sur le fait que le réel fils de Karl, lui, est tombé dans la drogue. C'est pas spécialement explicité, il n'a pas forcément des bons rapports avec son père. Qu'est-ce qui va nous permettre du coup d'avoir un changement de trajectoire dans l'histoire de Marcus? Ça va être la mort de Karl. Karl décède, quoi qu'il arrive, quel que soit le choix dans le jeu. Ouais, ça, en fait, c'est suite en raison à l'arrivée de Léo, du coup le fils de Karl, qui les interrompt, il me semble, dans une séance de peinture où Karl dit à Marcus utilise ton imagination, etc. Et du coup le fils intervient pour demander de l'argent, il y a une dispute et là-dessus arrive la police. Et je t'en prie, continue. Voilà, et donc du coup, Karl, quoi qu'on en fasse, quel que soit le choix du joueur, puisque vous avez plusieurs possibilités à ce moment-là, la police, soit vous tue, soit vous traque, quoi qu'il en soit. Vous arrivez donc à l'issue de cette scène dans une décharge, où vous devez vous reprendre en main. Et c'est là que l'histoire de Marcus devient intéressante, puisque Marcus a pour vocation de devenir le leader de Jericho et donc du mouvement révolutionnaire des androïdes, ou en tout cas du mouvement d'opposition des androïdes, puisque l'aspect révolutionnaire n'interviendra que sur la volonté du joueur, d'une certaine manière, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, notre dernier personnage, c'est qui ? C'est Kara. Kara, c'est une aide à domicile, donc, qui est commandée par Todd, un personnage qui va représenter donc dans ce jeu l'américain moyen, un petit peu désabusé par la montée en puissance d'Android qui vole le travail. On a vraiment cette idée-là dans le jeu. C'est pas dit explicitement dans la trame narrative, mais en fait Todd, c'est un ancien chauffeur de taxi qui a perdu son boulot à cause des androïdes. Donc il a quand même une certaine rancune envers eux, mais comme aujourd'hui tout le monde a un lave-vaisselle chez soi, il a un androïde qui est Kara. C'est ça. Donc il doit faire avec la technologie d'une certaine manière, parce que sinon il est tellement pris dans son désespoir qu'il ne pourrait pas garder un environnement sain autour de lui. Et en même temps, ça lui permet d'extérioriser encore plus sa rancœur envers les androïdes, puisque Kara, donc on commence l'histoire de ce personnage lorsque Todd vient le réceptionner dans le magasin de maintenance, puisque il l'avait déjà frappé et battu une première fois, ce qui avait occasionné des dégâts irréversibles. Et donc Kara revient donc au foyer avec ou sans trop de souvenirs d'ailleurs de cet incident, parce qu'elle est remise à zéro, parce que les androïdes dès lors qu'ils deviennent soit déviants, soit qu'ils sont trop endommagés, on va les remettre à zéro. Et elle arrive dans ce foyer où il y a Todd ainsi que sa petite fille Alice. Et c'est ça qui va devenir intéressant, puisque Todd, pris dans son dépendance à la drogue,
donc une drogue qu'on verra dans les autres histoires Ouais, parallèles, la puisque Red Ice. la Red Ice, voilà, c'est le jeu, mais arrive à assez bien mettre en parallèle les faits et les éléments perturbateurs de chaque histoire entre les différentes trames narratives. Todd devient violent, et il amplifie sa violence à l'égard de ses proches, à savoir Alice. Et donc, on est face à un dilemme, soit essayer de raisonner Todd, qui commence à s'énerver contre la petite, et contre Kara elle-même, soit essayer de fuir avec Alice. Et donc, à l'issue de la fuite, si on décide de fuir, on va se retrouver face à d'autres personnages, notamment un contrebandier de matériel Android du nom de Zlako et son assistant Luther, et qui émettent l'idée de fuir vers le Canada comme le Saint Graal pour Kara, puisque le Canada, dans cette histoire-là, contrairement aux États-Unis, a des lois bien plus permissives vis-à-vis des droits des androïdes, et donc c'est vu comme l'unique salut possible pour la situation de Kara, qui, je le rappelle, à ce moment-là, est en fuite et donc fugitive avec Alice. En fuite avec Alice. C'est-à-dire que, alors ça dépend du choix du joueur, mais elle peut tuer ou pas. Je sais pas si elle a le choix de pas tuer Todd, mais en tout cas elle s'enfuit avec Alice. Parce que son élan était de la protéger. Ah oui, elle a le choix de ne pas le tuer. Moi, par exemple, dans le game, je ne l'ai absolument pas tué. J'ai juste fui et le pistolet est une précaution. Et donc, voilà comment sont les 3 principales trames narratives du jeu. Sachant qu'après, on aura bien d'autres bouleversements, on va y venir. Et on a notamment des liens qui sont faits, puisque par exemple, dans la fuite de Kara, on peut avoir un lien avec l'histoire de Connor, puisque Connor, lui, enquête sur la déviance des androïdes. Donc, il y a un moment où lorsque Kara et Alice sont dans une sorte de regroupement de personnes en attente du bus pour fuir vers la frontière, donc vers la fin du jeu, on va avoir Connor qui va venir enquêter et qui est donc je l'ai eu plutôt sur groupement, où en fait c'est à l'issue de la première nuit passée dehors par Kara et Alice. Oui, on a aussi Connor qui cherche à les pister. Voilà, Connor, et en fait il y a cette séquence où elles doivent traverser l'autoroute pour échapper à Connor avec un QTE assez rapide où si tu te foires, du coup Kara peut mourir. C'était rigolo ça parce que c'est joué en alternance entre tu joues Kara pour essayer de t'enfuir et ensuite paf tu passes à Connor dans la même séquence à essayer de rattraper Kara, donc t'as un peu un dilemme avec toi-même de est-ce que je vais pas essayer de buter Connor pour rattraper Kara, mais oui du coup plus tard elle peut être capturée en essayant de s'enfuir de Détroit. Oui, et ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Même avant de s'enfuir de Détroit, en fait, elles peuvent. Elles rencontrent Marcus aussi, dans Jericho. Qui est donc, je le rappelle, un leader du mouvement Android, avec Jericho. Parce que Lucas, du coup, tu peux nous préciser ce que c'est que Jericho, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense qu'on n'a pas encore mentionné. Explicité, ça. Alors, Jericho, c'est un bateau. Alors. Ça paraît surprenant, mais c'est surprenant pour le joueur aussi, en fait. C'est que les androïdes libérés parlent de Jericho, et on le découvre avec Marcus qui est à la recherche, qui cherche en fait des QR codes dans le décor, qui lui trace la piste jusqu'à un bateau, je sais pas si en cale sèche ou abandonné, enfin voilà, c'est une espèce de gros container, enfin un porte-container, où du coup se rassemblent les androïdes en fuite. Et petit à petit, Marcus, lui, il va devenir le leader. Parce qu'au début, c'est juste des androïdes qui sont là en attente de mourir. On en voit qui sont malades, ils sont pas bien. Et Marcus dit, mais c'est intolérable, on ne peut pas se laisser faire comme ça. On va aller voler du sang bleu, qui est en fait le sang, enfin le liquide qui sert à faire fonctionner les androïdes. On va aller voler du sang bleu. Et c'est là que s'engage en fait le mouvement de résistance des androïdes. Où en fonction de ce qu'on choisit nous joueurs, on peut être plus pacifique et du coup ne pas tuer, ne pas faire de violence, etc. Ou alors carrément lutte armée, un guérilla armée révolutionnaire. C'est ça. Et après ça, Marcus va mener un assaut sur la chaîne de télévision locale pour faire passer un message. Donc toujours dans la même optique de soit on est gentil, soit on n'est pas gentil. C'est un peu comme ça que le jeu le présente. Soit on est violent, soit on est non violent. Donc à la télévision locale pour dire
pour faire passer le message, en fait. On est des androïdes, peut-être, mais on est vivant, on a des droits, on est humain. Ça, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'ils précisent bien qu'ils sont humains. Ils ne sont pas que des robots. Euh, et ça, en fonction de comment tu mènes l'assaut sur la tour et comment le discours qui est passé par Marcus, là, il y a une barre d'opinion publique en fait qui se met en place est-ce que les gens ont peur ou pas des robots, et puis après ça Marcus va pouvoir mener des mouvements plus ou moins violents pour saccager une place publique, voilà, sachant qu'on peut arriver soit à juste des simples manifestations pacifiques, soit à la fin à avoir une vraie rébellion armée avec un terrain de guerre dans la ville. Donc c'est... Voilà. Je pense qu'on peut arriver au point d'orgue en fait, au point d'orgue, au point de tension maximale du récit qui est l'assaut de Jéricho par les forces armées, où en fait on a les 3 personnages qui se retrouvent au même endroit dans le bateau, où Kara essaye de s'enfuir avec, à essayer de retrouver Marcus pour avoir de l'aide pour s'enfuir au Canada. Marcus les renvoie vers un bus qui est censé être le dernier à partir. Là-dessus on découvre aussi que Alice, plot twist, c'est un robot. On s'en serait pas douté. Est-ce qu'il peut justifier aussi d'une certaine manière la rancune et le fait que aussi Todd soit complètement violent envers elle, et voilà, ça se crée dans cette logique-là. Bon, ça explique sans le justifier. Parce que, bon, oui, bien sûr. Encore une fois, le propos du jeu est de dire regardez, c'est des humains. Je pense qu'on en reviendra. Mais du coup, en même temps, Connor arrive dans Jericho, pour abattre Marcus, et c'est là que lui a sa séquence, on n'en a pas encore parlé, séquence de libération. En fait, il peut choisir de devenir déviant ou pas, sauf que il a un traceur dans la tête, évidemment, c'est un robot. Donc ça amène, quoi qu'il arrive, les forces armées à mener l'assaut sur le paquebot. Si tout le monde s'en sort bien, enfin si on joue bien, tout le monde arrive à s'en sortir et à s'enfuir. Kara, elle, essaye d'aller prendre le bus. Moi, dans ma partie, elle s'est fait arrêter, et du coup, elle est envoyée en camp d'extermination. Alors que moi, justement, elle avait réussi. Toi, t'as réussi. Elle avait réussi à en sortir autrement. Je me souviens que j'avais pas été envoyé en camp, pour le coup. Ouais. Et du coup, là-dessus, les androïdes mènent soit une marche pacifique, soit un assaut armé, en fait, où ils vont buter des CRS et monter à l'assaut du camp de concentration. Et Connor, en fonction de s'il a été libéré ou pas, il va s'opposer ou aider. Oui. Je crois que tous les deux, on a eu la séquence où en fait, il va aider. Oui, c'est ça. Parce que de manière, après, dans l'hypothèse où on aide le mouvement, on se retrouve face à un dilemme de confiance avec Hank, puisque Hank, c'est le partenaire humain de Connor dans la police, qui au début était très sceptique, mais qui finit par lier une relation d'amitié avec lui, en fonction, du coup, évidemment, aussi de comment nous, on va réagir, et comment nous, en fonction du caractère de Hank, on va choisir d'interagir avec lui. Et à terme, du coup, il y a une petite séquence, j'ai envie de dire un petit contrôle, pour savoir si vous avez bien tout retenu du jeu, puisque vous vous retrouvez dans l'usine de Cyber Life, et que Hank est face à vous, ainsi qu'un deuxième modèle de Connor, et les deux prétendent être Connor, et mince, lequel est le bon ? Réponds à des questions sur ma vie privée, s'il te plaît. Ça, et en gros, en fonction de comment on se souvient du nom de son chien ou de son fils décédé, Hank décide de nous tirer dessus ou de tirer sur l'autre, et en fonction de ça, ça influe forcément du coup sur la fin, jusqu'à la fin de Connor. Voilà. Et Connor, du coup, qui se retrouve, alors je me souviens plus exactement de pourquoi il va dans la tour Cyberlife, je pense que c'est pour aider la révolution. D'une manière ou d'une autre, il se retrouve dans son palais mental, ça, on n'en a pas parlé, il a un palais mental où régulièrement il va donner des comptes à Amanda, qui est, on imagine, sa coordinatrice. Et là, il se retrouve une dernière fois dans son palais mental en attente d'être réinitialisé parce qu'il est déviant. Il y a une petite séquence comme ça où il doit essayer de trouver la porte de sortie qui lui a été subtilement dont il a appris l'existence en allant parler au créateur des robots un peu plus tôt. Je sais pas si tu te souviens de cette séquence, c'est quand même un peu particulière. Et du coup, le créateur lui dit je laisse toujours une backdoor dans mes programmes. Et Connor trouve sa backdoor, il arrive à annuler
sa réinitialisation. Et le 25 décembre à minuit pile, tout le monde a gagné. Le camp de concentration a été libéré. Kara et Alice sont sauvés. Le Messie est arrivé. Parce que Marcus est proclamé comme en Messie. Je crois qu'en fonction des actions qu'on fait, alors moi je l'ai pas eu, même si j'ai choisi la révolution armée, il y a possibilité de faire péter une bombe sale. Oui, il nous donne cette possibilité-là. Moi non plus je l'ai pas fait. Mais... je sais même pas. En fait, j'ai appris qu'il y avait l'existence de la bombe qui n'affecterait que les humains, parce que les androïdes, eux, ça leur fait rien. Pour explication, une bombe sale, en fait, c'est pas une bombe atomique, c'est une bombe classique qui envoie des déchets radioactifs. Donc, ça aurait pas fait péter Détroit, mais ça aurait rendu Détroit invivable pour les humains. Si je dis pas de bêtises. Voilà, ce résumé de l'histoire, pas si résumé que ça au final, vous l'aurez remarqué, est assez bordélique. C'est parce que c'est un jeu à embranchements multiples, et surtout, comme on alterne 3 personnages, en fait, on va les alterner de chapitre en chapitre, et là on a essayé de recoller les morceaux, mais en fait on a vraiment cette alternance comme ça, un coup on va jouer Connor, ensuite on va jouer Marcus, etc., et sur des séquences de 20-30 minutes, pas plus, à chaque chapitre. Et du coup on va avancer en parallèle. Et du coup il y a ce truc de choix multiples. À chaque fin de chapitre on a tout l'embranchement qui nous est montré des choix qu'on a fait ou pas fait, et de ce qu'on aurait pu faire en opposition. Ce qui amène du coup à 6 fins différentes, il me semble. Donc on n'a pas tout fait, clairement. Outre le fait qu'éventuellement les personnages peuvent mourir avant. Oui, outre le fait que ça, là j'ai parlé de l'autoroute, mais il y a d'autres séquences où les personnages peuvent mourir, notamment au tout début, du coup où Connor peut se sacrifier pour... Oui, et là c'est dommage. Je voulais y venir parce qu'en fait, ça ce n'est pas une vraie fin. Enfin, j'ai eu moi la fin du sacrifice, j'étais notamment très déçu parce que juste après, on voit quand même Connor. Alors que moi, je m'attendais à faire le jeu sans Connor de tout le reste du jeu. Et en fait, étant donné que c'est une séquence de tuto aussi, d'une certaine manière, sur comment le jeu fonctionne, je pense qu'ils n'ont pas osé terminer le jeu juste là. Ouais. Bon, bref. Mais du coup, ça peut être intéressant, notamment pour parler de tout ce qui va être gameplay, mise en jeu. Avant de parler de mise en jeu, j'aimerais quand même parler de l'écriture de ce jeu. Là, pour l'instant, on a été assez factuel, mais... je le trouve pas très très bien écrit, très honnêtement. Y a beaucoup de raccourcis, notamment dans ce truc de les androïdes sont humains et la libération, cette espèce de séquence de libération mentale. Alors, c'est très bien réalisé, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, où ils ont ce palais mental où les lignes sont droites, etc. Et puis là, il faut casser les lignes droites, y a une espèce de gros mur rouge pour briser leur programmation. Visuellement, c'est magnifique, bien fait. Mais ça manque d'un truc en fait. Peut-être de subtilité aussi. De subtilité tout simplement. Parce que étant assez fan de science-fiction, je me suis bouffé les Asimov, les robots. Récemment, j'ai regardé Mars Express qui traite aussi du même sujet, de la libération des robots. Il y a toujours un truc robotique aux robots, et c'est normal, c'est parce que ce sont pas des humains, ce sont pas nous, mais justement dans Asimov en fait l'émotion du robot naît face à un paradoxe, c'est-à-dire que le robot a une programmation qui lui interdit de faire du mal aux humains et de se faire du mal à lui-même si ça contredit pas le fait de faire du mal aux humains et d'obéir aux ordres. Enfin voilà, il y a une hiérarchie d'instructions, et en fait quand les robots vont être confrontés à un paradoxe par rapport à cette programmation-là, c'est là qu'ils développent des émotions. Ça explique le truc. Dans Détroit, jusqu'au titre du jeu, j'ai un peu l'impression que ça t'est fourré dans le gosier comme ça, où c'était pas forcément questionné sur est-ce que ce sont des êtres sentients ou pas, ou même voilà, ça pourrait être une autre forme de sentience. Parce que le réseau, parce que machin, je pense à Ghost in the Shell, où une intelligence artificielle, à force de bouffer des données dans le réseau, devient devient sentiente. Là, c'est vraiment pas explicité, il n'y a pas cet apport du réseau et cette espèce d'esprit de ruche. C'est vraiment juste, en fait, on les a programmés comme des humains, avec des émotions, et en fait, on en a fait des esclaves par une programmation logicielle, et ils ont bien raison, en fait, de casser leur mur.
Et puis d'une certaine manière, il y a aussi un double traitement, j'ai envie de dire, entre les robots qui servent l'histoire principale, en tout cas les androïdes qui servent l'histoire principale, et les androïdes de façade. Oui. Ceux qu'on voit dans les arrêts de bus, parce que donc dans Détroit, il y a quelques scènes où vous serez dans la rue, où forcément du coup vous verrez d'autres androïdes, etc. Bon, on a l'impression quand on voit les robots, bon, même s'ils sont déviants ou autres, quand on voit d'autres androïdes que il y a, lorsqu'ils sont mis assez en avant dans l'histoire, que ce soit parce que ce sont les personnages qu'on va jouer nous, ou alors quelques personnages qui sont dans la déviance et tout, que ce sont vraiment des humains, hein, juste qui subissent ce statut de robot mais qui sont des humains, et que par contre, à l'inverse, il y a les androïdes robots, mais qui sont complètement effacés et qui sont tous dans la même position face à l'arrêt de bus. Et je trouve que la transition, sachant qu'ils sont tous du coup avec un skin d'humain en quelque sorte, transition est peut-être assez brute en fait. C'est un peu du tout ou rien. Surtout que Marcus, à un moment donné, débloque ce pouvoir de libérer les androïdes. Alors au début, c'est quand il les touche, et au bout d'un moment, il peut le faire à distance. C'est pas vraiment expliqué, mais au final, à ce stade-là, c'est un peu osef. Mais tu te dis, lui, il a eu quelque part le choix, enfin, il a vécu cette transition de briser son logiciel. Et là, voilà, en fait, il pose la main sur l'épaule en disant tu es libre maintenant, rejoins-nous dans notre lutte pour les robots. Et d'un coup, le robot, la liberté du robot, c'est celle de oh, je suis révolutionnaire. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Marcus, on voit qu'en fait, sa libération, c'est allé parce qu'il a eu une relation avec un humain, un Connor aussi, il y a une relation avec un humain. Qui l'a amené à développer des sentiments, et ils ont un attachement avec leurs humains, ce que n'ont pas du tout l'air d'avoir les autres androïdes, parce que dès que Marcus les libère, ils lâchent les paquets de courses, ils lâchent leurs humains. Il n'y a pas du tout cette empathie, il n'y a pas du tout ce truc. J'aurais bien aimé, moi, voir un robot qui est libéré, qui dit vous êtes bien sympa, mais enfin moi j'aide ma mamie là, un peu à la manière de Carl. Voilà, donc ça manque vraiment de nuances sur ce point-là, effectivement. Et je pense qu'on peut en venir à là. C'est d'autant plus dommage venant d'un scénariste comme David Cage, qui passe son temps à répéter que le jeu vidéo c'est débile, c'est un truc de bourrin, c'est juste appuyer sur des boutons bêtement, et que lui il va remettre de l'émotion dans le jeu vidéo, il va faire des jeux vidéo intelligents. Et comment est-ce qu'on a de l'émotion? En appuyant sur un bouton. Voilà. C'est ça, en appuyant sur des boutons, mais pas pareil, parce que là tu vas faire des Hadoken avec ton joystick et pour faire la vaisselle, et là c'est... Là, c'est l'émotion. subtil. L'émotion. Voilà. Alors, on s'en moque un peu. Il y a quand même des bonnes idées de gameplay. Je pense qu'on peut en parler. Ça a été quand même assez décrié, cet aspect QTE. Je pense qu'en 2018, c'était pas vraiment admis que les jeux vidéo, ça pouvait être aussi ça. Moi, je l'ai pas mal vécu en fait. Je trouvais déjà que le rythme du jeu était très bon. Oui, et notamment, pour le coup, là, le QTE est pertinent. C'est pas comme un QTE dans un Call of Duty où ça sert à rien et d'un coup, QTE alors qu'on a passé notre vie à faire du FPS. Voilà, c'est ça. To pay respect. Donc, là, le principe même du jeu est de reposer sur des QTE et ça s'inscrit dans une démarche artistique et de gameplay qui est cohérente. Et puis quand tu le foires ton QTE, ton perso il meurt. C'est pas t'as pas appuyé sur ton bouton au moment de la cinématique où il fallait. Tu refais. Tu vas refaire la cinématique. Là, c'est non, t'assumes, t'es mort, et voilà ce qui va se passer derrière. Et donc. T'as quelques idées quand même qui sont très très bonnes aussi dans le QTE. Alors je l'ai fait sur PlayStation. Par exemple, quand dans la séquence de peinture avec Marcus au tout début, on pourrait utiliser le petit truc de la PS4, là, le petit pavé tactile. Tu l'utilises assez intelligemment, c'est-à-dire qu'au début, Carl dit à Marcus peins un truc. Marcus voit, donc tu as le choix entre 3 trucs qui sont affichés à l'écran, qui sont dans la pièce, un pot de fleurs, un machin, et il reproduit, il imprime en fait, il fait ligne par ligne, il imprime sur la toile ce qu'il voit, il reproduit fidèlement, et là tu fais des allers-retours sur ton pavé tactile avec ton doigt, et vraiment tout droit. Un peu comme Kara qui faisait la vaisselle juste avant, c'était pareil, voilà, tu passes, c'est tout droit. Et après, Carl lui dit non, attends, on va changer de toile. Là, je veux que tu m'inventes un truc qui n'existe pas, qui est dans ta tête. Crée, fais de l'art. Et là, les gestes sont beaucoup moins uniformes. T'as un geste vers le haut, un geste machin. Et t'as vraiment un truc un peu plus humain dans la manière de peindre.
Ce que j'ai trouvé très intéressant en fait comme manière de faire. Surtout que bon, en tout cas en l'occurrence pas avec la PS4, c'est le genre de petit truc un petit peu gadget dont fait beaucoup la mention au lancement de la console et qui finalement sert jamais à rien. Donc là, en l'occurrence, le fait de l'utiliser et de l'utiliser à peu près intelligemment, ça fait plaisir, tout simplement. Et non. J'ai dit un truc, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y avait un truc un peu rigolo que tu m'avais raconté, toi, quand t'as joué, c'est la séquence du piano. La séquence du piano. Parce que moi, pareil, dans ce genre de petit événement assez sympathique, j'étais dans le même moment du jeu que Lucas à l'instant, avec Marcus, qui est encore chez Karl, qui est du coup encore en vie, donc avant la dispute avec son fils. Et il nous dit je fais ce que tu veux, soit tu vas dans l'atelier, soit tu peins, soit tu joues du piano, enfin fais ce que tu veux. Et il nous dit il faut que tu imagines, etc. Et donc moi je vais sur le piano et je commence à faire le mouvement. Après il dit non mais imagine, joue ce que tu veux. Et là rien. Là rien. Le jeu, j'avance sur le joystick, j'appuie sur tous les boutons et rien ne se passe. Et je me dis oh, c'est fantastique. En fait, ils veulent mettre en évidence que les robots ne peuvent pas imaginer parce qu'ils sont déterminés par leur programme et par leurs conditions de robots. Et donc, ce freeze du jeu, c'est fait exprès pour l'imagination des robots, pour montrer qu'il y a un paradoxe, etc., entre la demande de Karl et ce qui peut réellement aboutir. Ah là 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 là. Et puis, c'est au bout de 30 minutes quand même. Oui, t'as passé 30 minutes. Non, mais bon, entre-temps, j'ai ouvert des pages web parce que moi, du coup, j'y ai joué, j'ai rejoué sur PC, donc j'ai regardé d'autres trucs, etc. J'ai fait ma vie, etc. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'en fait, il se passait rien et que juste le jeu avait planté, je me suis dit, bon, c'est dommage, ça ferait une anecdote, mais ça aurait été stylé de le faire pour de vrai. Et de mettre ce paradoxe de l'imagination impossible pour de vrai. Mais non, mon jeu avait juste... malheureusement planté. Un autre passage que je trouve qui a vachement bien marché et qui du coup a dû marcher aussi pour toi sur PC, je suppose, c'est au moment où Connor doit trouver sa backdoor et du coup ne pas être réinitialisé. Le jeu te demande d'appuyer, alors je l'ai fait sur PlayStation, sur stick droit haut, L1 et triangle. Sauf que quand t'as stick droit haut et L1, t'as plus de doigts disponibles pour appuyer sur triangle. Du coup, tu lâches ton L1 ou ton stick droit et de fait, Marcus se pète la gueule parce que c'est Connor. Connor se pète la gueule parce que t'as foiré ton QTE et du coup, tu dois le reprendre. Et comme à ce moment-là, il a froid, il est en galère, etc. J'ai trouvé que ça a utilisé intelligemment la manette, en fait. Ça marchait très très bien et ça, c'était très chouette. Donc, c'est d'autant plus dommage du coup de voir ce mépris en fait envers cet art du jeu vidéo et cet art de l'interaction à la manette que y a quand même des très bonnes idées et que c'est pas tout n'est pas acheté quoi. Sans transition, si toi t'as fini, je pense sur la partie histoire, narration. Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est la direction artistique que je trouve très bien réalisé en fait. Le jeu a une esthétique en fait. Alors bon, David Cage, toujours lui, dit à qui veut l'entendre en interview que lui il veut pas faire de la science-fiction, il veut faire de l'anticipation. Et laisse-moi te dire, mon David, que de l'anticipation c'est de la science-fiction. Mais c'est plutôt bien foutu en fait dans la manière dont c'est présenté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous paraît aberrant en fait, on n'a pas de voiture volante, on n'a pas de technologie tout est très réaliste comparé à ce qu'on est en train de vivre à notre époque actuelle. Ouais, c'est ça, c'est juste là on a des voitures automatisées. Alors il y a un truc qui est un peu con, c'est leur espèce de journaux tactiles où ils ont tous des magazines, des tablettes jetables pour lire le journal. Bon là c'est aussi pertinent que les trucs maintenant des clopes électroniques jetables quoi. Je trouvais ça complètement con. C'est le même délire aussi, c'est aussi stupide. Mais ouais, il y a cette ambiance un peu clean, un peu presque clinique en fait, où tout est propre, etc. Et je trouvais ça assez réussi en fait. Il y a eu tout un travail aussi sur le design des robots, parce que comme ils ont une tête d'humain, ils ont un corps d'humain, il a fallu leur mettre des uniformes de travail où il y a un affichage dynamique dessus, où il y a leur nom et leur modèle qui s'affiche. Il y a des triangles, des brassards, etc. Bon, le brassard. Oui, des uniformes en somme. Des uniformes qui sont très réussis.
Tiens, d'ailleurs, je parle de Brassard, je reviens un tout petit peu sur l'écriture. Il y a un truc qui m'a embêté aussi, c'est comme le jeu est pas très très subtil dans sa manière de présenter les choses. Il fait appel à des références historiques qui m'ont mis un peu mal à l'aise quand même. Hein. Voilà, on a parlé du camp d'extermination. Quand Kara et Alice arrivent au camp d'extermination, on leur demande de retirer leurs vêtements et de retirer leur peau. Alors en fait, les androïdes ont une espèce de peau holographique qui imite la peau humaine à la perfection, mais du coup, ils peuvent la retirer, laissant apparaître derrière l'aluminium, ou enfin la matière de robot dans laquelle ils sont faits. Et bon, ça rappelle évidemment les camps de concentration de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre. Enfin voilà, la Seconde Guerre mondiale, pardon. La Seconde Guerre mondiale. Et pour un jeu en fait qui n'a pas été très clair sur, enfin qui m'a pas vraiment posé la question, qui m'a asséné que les robots c'est des humains. Bah, en fait, moi j'ai pas forcément adhéré à ce propos-là, ou en tout cas j'ai eu du mal à y adhérer parce que ça m'a pas été apporté avec suffisamment de subtilité. Bah, de dire regarde, ils leur font comme aux juifs. Bah, oui, mais j'y vois plus une usine de désassemblage en fait que vraiment un camp de concentration pour des personnes sentientes. Il y a aussi du coup le rappel à Martin Luther King et Malcolm X avec cette opposition entre la lutte armée et la lutte pacifique. Et évidemment, je l'ai évoqué tout à l'heure, Jésus. Et puis l'Arche de Noé avec Jéricho. Oui, l'Arche de Noé. Et Jésus, parce que Marcus qui libère la ville de Détroit à minuit un 25 décembre, voilà. On est dans de la subtilité pas fine, et surtout quand on fait appel à des choses autant chargées historiquement, je pense que ça demande quand même une certaine subtilité que malheureusement le jeu n'a pas. Justement, la phrase d'intro du jeu qui avant toute chose, il te dit ceci n'est pas une fiction, c'est notre futur. Bon, les mecs. Il faut redescendre d'un étage. Ouais. Les émotions dans un rond au niveau de la tempe aussi. Quand les robots ils sont pas contents, ils ont un rond qui devient rouge au niveau de la tempe, c'est bien. Et d'ailleurs pour Alice, on n'a pas parlé de comment c'était dissimulé ça, parce que Alice, elle a pas le rond. En fait, il y a un moyen très clair de déterminer qui est un androïde et qui ne l'est pas, y compris lorsqu'ils ont la peau, etc. C'est que les androïdes ont tous une sorte de rond sur la tempe. Et donc lorsque l'androïde est sain, le rond est bleu, lorsqu'il réfléchit, il clignote, etc. Et par contre, dès qu'il devient déviant, hop, il est rouge. Ah bah oui, c'est rouge, donc c'est méchant. Voilà, on est au niveau du subtilité. Il ressent des émotions, etc. quand on le pousse, en fait. Voilà, c'est bon. Donc subtilité, effectivement, on y reviendra. Et donc le personnage d'Alice, du coup, la petite, on ne montre pas sa tempe, justement. On va pas nous la montrer au début, ou alors... On la montre, mais elle a pas... Voilà, oui, pardon, autant pour moi. Et donc, du coup, le personnage d'Alice, au début, on nous la présente, on nous la montre un peu sous toutes ses facettes, et on voit bien sa tempe, on voit bien qu'elle n'a pas de petits logos, enfin de petits logos, de petits ronds rouges ou petits ronds bleus. Ouais, en fait, les robots, c'est aussi un signe d'émancipation. Quand ils veulent se dissimuler, ils s'arrachent la diode et la peau vient convenablement recouvrir le truc. Et on suppose du coup que Todd a dû retirer sa puce à Alice pour avoir plus l'air d'avoir affaire à une humaine. Mais là, pareil, la subtilité pas terrible, quoi. Le marquage. Il y a un truc que j'ai noté aussi que je pense qui est intéressant. C'est que cette volonté comme ça, t'as parlé de livre dont vous êtes le héros, cette volonté d'apporter le choix du joueur, le choix au joueur d'être ce qu'il veut, en fait c'est hérité des visual novels aussi. C'est hérité aussi avant ça du RPG, du tabletop RPG, du jeu de rôle papier, qui a donné plus tard du coup le RPG jeu vidéo, qui lui est tout un autre genre. Mais du coup, c'est d'autant plus dommage de récupérer des choses qui ont été créées par du jeu, en fait, et derrière de fustiger ces mêmes jeux qui sont héritiers des mêmes racines pour proposer autre chose. Je reprends mon conducteur. Oui, au niveau de la mise en jeu.
Ah oui, le système en fait, quand tu vas trouver le pistolet, quand tu vas voilà, débloquer une nouvelle option. Ah oui, alors plus oui, tard, alors ça, voilà, ouais, voilà. effectivement. Il y a pareil, toujours dans cette idée subtilité zéro, là où il y avait quelque chose à faire qui était super intéressant, qui était juste, enfin, de ne pas montrer en fait l'influence des choix qu'on fait sur l'histoire, eh ben le jeu ne le fait pas. C'est-à-dire, par exemple, euh, lors de la scène avec Kara et Todd, au début du jeu, on apprend que Todd a un pistolet qui est caché du coup dans la table de nuit. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que on se dit, ah bah super, on peut peut-être prendre le pistolet plus tard et tout. Enfin, on est quand même assez intelligent pour se faire soi-même la réflexion, le jeu nous amène à trouver le pistolet, mais non, il faut que le jeu nous rappelle en permanence éléments débloqués pour la suite de l'histoire. Ouais, c'est en ça. haut à droite de l'écran. J'ai appelé ça un Merci. bazooka de Tchekhov. Voilà. Donc merci le jeu, c'est super, Ouais, et tu puis viens de casser toute volonté de ma part d'essayer de ne pas utiliser le pistolet, puisque maintenant que je sais qu'il faut l'utiliser, eh ben, je vais avoir naturellement aussi envie de m'en servir parce qu'il est débloqué. Et d'une certaine manière, ça va aussi, donc moi je fonctionne comme ça en tout cas, mais ça va nous contraindre dans notre spontanéité vis-à-vis des actions qu'on aurait aimé faire. Et je trouve ça extrêmement dommage, surtout pour un jeu qui se vante d'avoir X nombre de fins. Laisse-nous le libre choix et laisse-nous patauger s'il faut patauger dans la soupe ou dans autre chose. C'est notre choix, tout simplement. Dans la même séquence, hein, t'as Kara qui vient fermer la fenêtre de la chambre de Alice, et t'as un plan qui dure quand même assez longtemps sur le petit rebord qui est parfaitement bien placé pour pouvoir sauter jusqu'à la rue. Et il n'y avait pas besoin d'en faire plus, juste on nous montre le rebord, on nous montre qu'il existe, on nous montre que Kara voit le rebord. Ah non, option débloquée. Voilà. Moi, je pense qu'après tous ces exemples-là, on peut passer à la conclusion. Oui, alors juste un petit peu avant, donc je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, parce que non, c'est un moment qu'on discute, mais moi j'avais trouvé ça vraiment dommage qu'en fait il y a des choses qui se soient perdues entre le tuto et la suite du jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on commence le jeu, lorsqu'on commence les 3, donc on suit le personnage de Connor et on va avoir cette séquence du tuto où, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on va avoir deux choix qui s'offrent à nous, à savoir le premier, donc enquêter plus amplement, ou alors le deuxième, sauver la petite fille. Et là, l'idée qui était intéressante, c'est qu'il y ait vraiment ce timer. Et c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu par la suite. Ouais. C'est-à-dire que là, on nous met dans une situation de stress vis-à-vis de nos QTE, etc. Alors qu'après, dans le jeu, bien plus tard, on voit que le rythme est beaucoup plus lent. Donc on a un rythme très actif qui fait très... Imposé, démo de jeu, en mode regardez tout ce qu'on peut faire avec ce jeu. Et puis d'un coup après, c'est bon, c'est le calme après la tempête. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage quand même, notamment par exemple dans les scènes où on a Todd qui regarde un journal télé avec Kara qui fait la vaisselle ou ce genre de truc. On aurait très bien pu avoir quelque chose du genre je veux que t'aies fini avant telle heure parce que sinon moi après je vais m'énerver. Et puis du coup faire en sorte de se presser à faire la vaisselle ou alors d'avoir une limite dans l'exploration possible et la fouille possible de la maison pour les différentes sorties possibles. En fait chaque robot a un peu son gimmick. Alors à l'exception de Kara du coup la pauvre, mais les autres robots ont des gimmicks. Il y a Marcus, il y a des séquences de parcours où c'est assez chouette. Tu dois analyser les différents trajets que tu peux prendre. Puis non en fait par là ça va pas le faire parce que je vais tomber ou quoi. Et puis après t'appuies sur un bouton et tac 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 il fait la séquence que t'as analysée. Ça c'est plutôt chouette. Et du coup on aurait pu imaginer que Connor c'est son truc à lui, c'est les séquences d'enquête un peu tendues, les timers, etc. Mais effectivement ça arrive qu'une fois et ça revient pas. C'est ça. Et dommage. En plus de ça, du coup pareil, on nous met en évidence que oui les choix sont importants, qu'un perso meurt, il meurt, voilà. Et dans ce cas-là, pourquoi pas faire mourir Connor? Moi dans la première, dans la scène d'introduction, lorsque j'ai choisi du coup d'un petit peu enquêter et ensuite d'aller intervenir pour sauver la fille, Connor a décidé de se sacrifier. Donc je suis tombé dans le vide avec le suspect et j'ai sauvé la fillette. Néanmoins, quand on tombe de l'Empire State Building, d'une certaine manière, je ne pense pas qu'on leur sorte vivant, même pour un androïde, surtout quand on met en évidence la possibilité pour eux de casser et d'avoir ces fuites de sang bleu ou quoi que ce soit d'autre. Donc, à mon avis, les androïdes, ils n'ont pas choisi Commando Pro au moment de faire leur stat. Donc du coup, pourquoi Connor n'est pas mort? Pourquoi est-ce que j'ai encore Connor qui est jouable après cela? Alors, on me répondra, oui, mais c'est parce que à la fin du jeu, on apprend qu'il y a plusieurs modèles de Connor, et donc c'est certainement un autre modèle de Connor. Alors, certes, effectivement, c'est possible. Effectivement, c'est peut-être un autre modèle de Connor qui intervient, du coup, lorsqu'on commence l'histoire avec Hank.
Mais vis-à-vis de la logique du jeu qui est de nous dire vos persos sont périssables d'une certaine manière, pourquoi pas l'appliquer dès le début? Alors certes c'est qu'un tuto, mais d'une certaine manière, ça aurait été pertinent et je pense que ça aurait eu de la gueule. Oui, oui, parce qu'à la limite, tu peux aussi te dire, je vais relancer le jeu juste après le tuto s'il est mort. Oui, voilà. Voilà, ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, en conclusion, du coup, toi, est-ce que tu as aimé ce jeu? Parce qu'on en a dit beaucoup de choses, est-ce que tu as aimé ce jeu? Alors, moi, oui. En somme, oui, j'ai aimé le jeu. Parce que je trouvais que malgré l'aspect assez peu subtil des thématiques du coup qui vont être abordées et certains petits problèmes de la réalisation générale, je trouvais que faire un bon jeu à choix multiples avec une technique quand même assez irréprochable là-dessus et surtout la possibilité d'explorer plusieurs histoires différentes, que l'histoire soit quand même assez touchante mine de rien et dans un univers aussi assez réaliste, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment dans les jeux. Je suis moins attiré par tout ce qui va être de l'univers de la fantasy ou ce genre de choses en règle générale. Et donc là, avoir quelque chose dans un univers qui pourrait être le nôtre, avec des choix multiples, avec quand même une liberté de mouvement qui est assez correcte, je trouve même. Oui, C'est clairement pas un open world, hein, voilà. Mais on n'est pas non plus face à du Myst, d'accord. Pour ceux qui ont joué à Myst ou autres jeux du genre, hein. On n'est pas juste dans un jeu où vous avez des images dans du point and click. Voilà, je cherchais le nom. C'est pas du point and click, d'accord. C'est vraiment un jeu où vous pouvez vous balader dans votre environnement 3D selon les scènes, etc. Et puis faire un petit peu ce que vous voulez. Plus l'aspect enquête avec Connor et les trois personnages qui ont des styles de jeu légèrement différents. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Donc, j'ai beaucoup aimé Détroit, malgré les petits défauts qu'on a cités. Moi, à l'inverse, alors en fait, on s'est rendu compte qu'on est tombé assez d'accord sur un peu tout ce qu'on aimait et qu'on n'aimait pas dans le jeu. Et moi, il y a ce mépris qu'on ressent tout du long de la part des créateurs, du créateur mis en avant. Moi, c'est quelque chose que duquel j'ai pas réussi à me départir. Et pareil, du fait de ma sensibilité à la SF, peut-être aussi du nombre d'œuvres que j'ai assimilées qui traitent un peu le même sujet, j'ai pas réussi à faire l'impasse sur ces choses qui m'ont dérangé du scénario un peu bancal, et puis de ce mépris du reste du jeu vidéo, où en fait tu te dis si ce jeu avait été plus sincère dans son amour de jeu vidéo, peut-être qu'il aurait été un meilleur objet vidéoludique. Donc j'ai pas réussi à faire l'impasse là-dessus, et même si j'ai pas passé un mauvais moment en fait, j'ai passé un bon moment parce que le rythme est sympa, et puis comme on l'a dit, la musique met bien dedans, et, les choses s'enchaînent bien, j'ai passé un plutôt bon moment, mais a posteriori c'est pas un jeu que j'apprécie parce qu'il représente vraiment des choses que j'aime pas en fait dans le jeu vidéo et dans le discours qui l'entoure. Mais voilà, en tout cas, on va pas vous laisser là-dessus. On va pas vous laisser sur un jeu qu'on aime à moitié, on va dire. On est un sur deux. On a des petites recos culturelles. T'as des recos culturelles, toi, pour les gens qui souhaitent poursuivre. Alors, poursuivre après Détroit. Je pense que j'en aurais largement moins que toi, hein, pour le coup, puisque toi, vraiment, la SF, c'est quelque chose qui t'affectionne particulièrement. Moi, j'aurais tendance à dire, je réfléchis vis-à-vis des jeux que j'ai pu faire récemment, ou même autres, hein, des livres ou autres. Non, j'en ai quelques-unes, mais je pense que c'est un petit peu éloigné quand même. Je pense à 2-3 titres, mais je pense que c'est un peu éloigné. Bon, écoute, vas-y. Hein, moi, quand je dis que c'est éloigné, c'est vraiment très éloigné. Donc, ne vous en étonnez pas. Je dirais qu'il y a quand même Person of Interest qui me plaît beaucoup, avec l'esprit machine et surveillance de masse, et le fait que sur la fin, on ait quand même pas une humanisation, mais en tout cas que la machine commence un petit peu à développer une pensée propre, très brièvement, hein, mais en tout cas, c'est une série du coup qui m'avait énormément plu à l'époque et qui, pour moi, du coup, peut faire aussi le lien avec Watch Dogs, notamment dans l'aspect comment la technologie peut être utile, pour tout ce qui va être surveillance de masse, etc. Bon, bref, pour ça, c'est encore très éloigné, mais moi, c'est
voilà, des thématiques que j'aime bien. Et sinon, après, dans tout ce qui va être plus raccord avec le développement des Android ou autres, j'aurais tendance à dire... avec des mouvements un petit peu comme ça, de rébellion, mouvements sociaux ou autres, il y avait Astral Chain sur Switch qui était pas trop mal. Je l'ai pas fait. Moi, j'avais bien aimé, alors même si après c'est assez... enfin, ça n'a pas pour but en fait d'énoncer un propos ou autre, mais on retrouve une ambiance un petit peu similaire, puisqu'on suit du coup une personnage qui utilise des sortes de monstres issus d'une nouvelle technologie qui donc ont une forme de chien, ensuite une forme d'archer, machin, etc., qui lui permet d'utiliser en fait des bonus pour combattre une sorte de virus qui va paralyser les habitants au fur et à mesure, quelque chose comme ça. Et le jeu était vraiment sympa. Et on a un peu comme dans Détroit avec ce système pas de comme une mentale, je sais plus comment ça s'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, de palais mental, voilà exactement. On peut temporiser lorsqu'on est avec Connor par exemple pour examiner les scènes, on a une sorte de palais mental où on voit bien des éléments sur brillance, etc. On a exactement la même chose dans Astral Chain, c'est quelque chose qui a été repris dans le jeu après, et le jeu est plutôt sympa. Le jeu, pardon. Et le jeu est plutôt sympa, et moi il m'avait beaucoup plu. On est pareil dans une sorte de thématique un peu enquête, police, et avec un personnage du coup qui va évoluer aussi dans des milieux avec des mouvements sociaux, des conflits entre les personnes qui sont un peu les laissées pour compte de la technologie et celles qui en profitent d'une certaine manière, en tout cas avec le monopole et le contrôle d'État. Et donc, bon, le jeu n'est pas très subtil ou autre dans sa manière de traiter ça, et c'est pas l'objet du jeu, c'est plutôt un jeu qui va être basé sur du gameplay, sur de l'action, etc., mais qui, dans son genre, remplit bien la tâche qui lui est due. Moi, pour mes recos, merci pour tes recos. Moi, pour mes recos, je vais aller un peu plus vite, mais je les ai déjà en fait cités pendant le podcast. Je vous parlais des androïdes reptiles de moutons électriques de Philippe K. Dick et son adaptation au cinéma, l'excellent Blade Runner de Ridley Scott. Mars Express de Jérémy Perrin, je suis obsédé par ce film. Donc voilà, si vraiment vous voulez voir de la révolution des robots, allez voir Mars Express de Jérémy Perrin. J'ai noté aussi les robots d'Isaac Asimov. Alors c'est pas un seul roman, c'est toute une série de romans. Il y a du très bon comme du bon, du bon comme du très bon. Mais voilà, si vous n'êtes pas imperméable au style d'Asimov, c'est très très chouette à découvrir. Donc voilà mes recos. Je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. On se retrouve le mois prochain pour Lorelai and the Laser Eyes, jeu sorti cette année sur Switch et PC. Switch et PC, c'est ça. N'hésitez pas à y jouer si vous voulez nous écouter après. À la revoyure.